Marine Janté, bonjour. Vous êtes déléguée interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. À ce titre, vous êtes en charge de la mise en œuvre du plan de formation des 600 000 professionnels de la petite enfance, intitulé « Ambition Enfance Égalité », un plan qui avait été annoncé par Emmanuel Macron lors du lancement de la stratégie de lutte contre la pauvreté. Donc, un plan de formation extrêmement ambitieux, voulu donc par le président de la République, qui vise à renforcer la qualité d'accueil, et ça a été le sujet d'une des tables rondes de ce matin, afin d'accompagner au mieux le développement des tout-petits et d'agir par là même sur les inégalités précoces, la réduction des inégalités précoces, pardon. Le plan est construit autour de 7 thématiques, dont le langage, l'éveil artistique et culturel, l'accueil occasionnel, le développement durable et l'extérieur. Donc, Marine Janté, où en est-on de ce plan de formation dont on sait que la mise en œuvre a été retardée par la pandémie, mais il est bien en train d'être lancé, il est même lancé. Donc oui, il est non seulement lancé, mais il est maintenant en pleine montée en puissance. Oui, effectivement, il y a eu un peu de retard lié à la pandémie parce que ce n'était pas forcément la priorité des priorités de commencer à former les personnes quand on était en pleine gestion de crise et déjà de développement, mise en place des gestes barrières. Enfin, vous l'avez tous vécu dans votre quotidien, ça a été quand même assez compliqué. Donc maintenant, ça y est, c'est lancé. Je vous rappelle juste qu'il y a 2 volets. Il y a un volet national où on a donc l'idée, c'est de construire une offre de formation, comme vous le disiez, qui porte sur 7 thématiques qui avaient été pointées par le HCFEA donc en avril 2019 et qui sont complètement cohérentes aussi avec le projet 1000 jours. Hein, donc on est complètement dans avec la charte d'accueil. Et avec on est totalement tous alignés sur ces 7 thématiques. Donc on a signé des conventions avec les OPCO et avec le CNFPT pour pouvoir développer cette offre de formation. Donc là, on vient les dernières viennent de l'être, parce qu'il y a eu un peu de temps pour les différentes OPCO, mais voilà, ça y est, tout est signé et c'est maintenant, on est en phase de déploiement et les OPCO ont adapté leur offre de formation, parce qu'il fallait qu'ils puissent adapter ce référentiel, leur référentiel de formation à ses priorités et aux modules. Et on a 180 modules qui sont disponibles sur l'ensemble des thématiques. Donc maintenant 180 modules. Donc vous avez une offre qui est disponible, qui touche l'ensemble des 7 thématiques qui ont été ciblées. Donc le catalogue est là. Maintenant, il faut effectivement qu'on puisse y aller et y avoir recours. J'insiste y compris sur le sujet numérique, hein, qui est une des thématiques, qui est un sujet important. Donc vraiment, on a une offre qui existe. Donc ça, c'est le volet national, mais il y a aussi eu un volet territorial, parce que dans l'attente de cette offre nationale, on a lancé un volet à l'automne dernier, à la fin d'année 2020, plus exactement, enfin au moment du 2e confinement, pour un volet territorial, où là aussi ça a très bien marché. On a plus de 124 projets qui ont été financés au niveau national, au niveau territorial, qui permet en gros 20 000 départs en formation, ce qui n'est pas négligeable dans une période quand même très compliquée comme l'hiver 2020-2021. Et donc, on est assez content quand même. Là aussi, ça a touché l'ensemble des thématiques. Et on vient de lancer le volet 2021 de ce volet territorial. Donc, on a de nouveau alloué 3 millions d'euros là pour pouvoir continuer de déployer ce volet territorial. Et objectif, combien de départs en formation en 2021 sur ce volet territorial ? Nous, on a un objectif global. Là, on y va prudemment. Hein. Vous disiez 20 000 en 2020 ? Oui, 20 000. Non, mais donc après, ça sera forcément plus. Oui, on espère. Mais après, tout ne dépend pas que de nous. C'est des objectifs. Ça dépend aussi si les employeurs permettent ce départ. Donc, justement, le volet territorial, il aide à faciliter le départ en formation, parce que on sait que ça aussi, c'est un sujet sensible. Donc, en gros, quand même, je voudrais insister sur le fait l'État a consacré 36,7 millions d'euros sur l'ensemble de la période 2020-2022 sur ce plan de formation. Donc c'est vraiment un investissement conséquent et on espère que ça aura les conséquences attendues en termes d'impact sur les pratiques. Et vous voyez que c'est des choses extrêmement concrètes qui ont vocation à être déployées. D'accord. Alors, il vient d'être lancé, comment a-t-il été reçu par les professionnels de l'accueil collectif comme de l'accueil individuel, puisque je rappelle que ce plan concerne aussi les assistantes maternelles et que visiblement c'est parti aussi de ce côté-là. Toutes les thématiques intéressent-elles de la même façon? Et est-ce que vous avez plutôt des professionnels de l'accueil collectif que des professionnels de l'accueil individuel, ou est-ce que c'est assez partagé? Est-ce qu'on a déjà l'idée d'un premier bilan?
Alors oui, en fait, c'est la bonne nouvelle. D'abord, je rappelle que ça visait bien l'ensemble des professionnels de la petite enfance. Il n'y a pas de discrimination. Nous, on est sur une logique vraiment très très large pour toucher l'ensemble des publics. Et voilà, on a une part importante des assistantes maternelles qui ont été, y compris même de salariés côté particulier employeur, donc y compris les aides à domicile, qui ont été concernés déjà par les départs en formation. Il faut que vous sachiez que ils représentent 47% des personnels qui sont partis en formation sur le volet national, donc presque la moitié, et 35% de ceux qui sont concernés dans le volet territorial. Il y a un petit biais dans ces pourcentages qui sont très encourageants, c'est que les OPCO concernés pour les asthmates étaient prêts, vont signer avant les autres. Donc il y a clairement l'offre de formation était plus disponible pour eux que pour les autres. Donc je suis d'une clarté, là, et de transparence complète avec vous. C'est donc pour l'instant, on est peut-être sur une surreprésentation des asthmates, mais elles sont concernées par cette formation, et ça c'est une bonne nouvelle. En fait, ça passe par Hyperia aussi ? Oui, ça passe par Hyperia. Oui, tout à fait. Et toutes les thématiques intéressent celles de Alors oui, façon. on a pour l'instant, c'est plutôt une bonne surprise parce que honnêtement, on ne savait pas si toutes les thématiques allaient recueillir le même intérêt. Mais pour l'instant, on a, en tout cas sur tout ce qui est proposé dans les modules là qui ont été labellisés, elles sont toutes présentées. Donc, à ma connaissance, on n'a pas forcément encore le détail de toutes les, parce que les OPCO, je vous dis, ça monte en charge progressivement. Mais en tout cas, l'offre existe et elle sera disponible pour tout le monde sur toutes les thématiques. On risquait peut-être d'avoir, moi j'avais un peu une inquiétude pour me dire est-ce que certaines thématiques vont être favorisées dans les labellisations. En fait, là, tout est couvert. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on va évidemment suivre quelles sont les thématiques choisies parce qu'après, l'objectif, c'est aussi d'ajuster. Soit c'est parce que certaines thématiques intéressent moins, soit parce que les formations proposées sont peut-être moins adaptées. Donc ça, on ajustera évidemment. Vous insistiez tout à l'heure sur le numérique. Qu'est-ce que c'est le numérique pour les modes d'accueil, pour les professionnels de la petite enfance ? En fait, c'est commencer à développer aussi toute la partie, parce que en fait maintenant c'est la sensibilisation aussi aux écrans. Enfin, comment vous travaillez avec. On vit dans un monde numérique maintenant, hein, donc tous les enfants sont concernés et malheureusement parfois dans certains milieux sont mis très tôt devant des écrans avec des effets assez néfastes, surtout dans la toute petite enfance. Ça maintenant c'est quand même assez démontré. Le rapport 1000 jours l'a très clairement dit. Je me souviens qu'on n'avait pas encore de certitude et là je vois que maintenant on commence à avoir des éléments là-dessus. Donc c'est aussi à la fois, c'est génial, le numérique, donc il faut l'utiliser pour développer des compétences des enfants et pour certains jeux, mais de manière, dans certaines conditions, pour certaines choses. Et donc, je pense que c'est aussi, l'idée, c'est de sensibiliser les professionnels à ces dangers-là pour qu'ils puissent aussi passer le message aux parents et tout dans les jeux qu'ils proposent, adapter leur offre. D'accord. Voilà, donc ça, c'est des points. Alors, parce que la journée aujourd'hui était particulièrement dédiée à la réforme des modes d'accueil, comme le titre l'indiquait. Et dans la réforme des modes d'accueil, il y a un volet accueil inclusif et accueil d'enfants en situation de handicap, mais aussi de familles les plus fragilisées ou les plus en difficulté. Vous avez lancé un appel à manifestation d'intérêt baptisé Accueil pour tous, qui a connu beaucoup de succès. Ça vous a étonné ? Ça vous a... Non, ça m'a ravie. En fait, on est tous conscients que il y a des choses à faire évoluer dans les modes d'accueil. Enfin, vous êtes là pour ça. Hein. Voilà, à la fois dans la qualité de ce qu'on offre et sur les modalités d'accueil. Et notamment, moi, je vais parler de mes publics, hein, qui sont les publics les plus précaires. On a un vrai sujet d'inégalité d'accès aux modes d'accueil. On sait que les familles les plus fragiles recourent moins aux modes d'accueil que les autres, alors que c'est celles dont les enfants ont sans doute le plus besoin d'aller pour des questions de développement psychosocial, de lien social. Bon. Donc, en fait, nous, on a un sujet, on vise l'égalité dans l'accès à ces modes d'accueil, et on s'est dit pourquoi ne pas essayer de travailler sur le non-recours pour comprendre pourquoi il n'y avait pas de demande de certaines de ces familles, et au lieu d'être dans une logique de on va créer plein de crèches, et on voit bien qu'on a beau créer des crèches, ils ne viennent pas. Donc là, on a fait une démarche assez expérimentale en ciblant 19 territoires qui croisaient à la fois des forts taux de pauvreté et un faible niveau d'offre d'accueil du jeune enfant. Et on a fait quelque chose d'assez ouvert en laissant aux collectivités, à des porteurs de projets, de nous proposer des choses innovantes qui cassent justement, qui mixent l'accueil individuel, l'accueil collectif, qui mélangent aussi soutien à la parentalité, accueil du jeune enfant, qui essayent de répondre aux demandes des familles et qui soit quelque chose d'assez innovant avec beaucoup de démarches aussi d'aller vers ces familles.
En fait, on l'a lancé à la fin du 3e confinement, on pense, avec des délais assez contraints. On pensait qu'on aurait très peu de réponses. On a eu 41 dossiers. En fait, tous les territoires ciblés ont répondu. Enfin, il y a eu des porteurs de projets. On en a sélectionné 21. On va pas laisser de côté les 20 autres, on va les accompagner d'une autre manière parce qu'en fait, il y avait des choses aussi encore à mûrir. Donc, on ne laisse personne sur le bord de la route parce qu'en fait, il y avait une créativité incroyable dans ce qui est remonté. C'est ce qui est super, c'est que ça touche vraiment des publics, des territoires fragiles. En moyenne, c'est un taux de pauvreté de 32% sur les territoires qui ont été retenus. Donc, c'est clairement notre cible. Et on a aussi donc une très grande diversité de projets, des projets qu'on appellerait un peu cité éducative de la petite enfance, des projets donc très globaux qui prennent en compte beaucoup de dimensions, des projets qui sont plutôt des innovations, soit en créant des nouveaux métiers comme des médiateurs de la petite enfance, soit en créant des lieux vraiment très mixtes, à mi-chemin entre des lieux d'accueil enfants-parents ou des accueils du petite enfance, donc du jeune enfant. Donc on a vraiment des sujets très originaux. Beaucoup de démarches d'aller vers. Ça touche des territoires ruraux, urbains, QPV, enfin, on a, outre-mer aussi, on a des projets en Guyane et à La Réunion. Et ça touche aussi bien des initiatives d'accueil collectif qu'individuel. Tout, voilà, c'est très mélangé. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi, parfois, on a eu des départements entiers qui ont répondu. Et des toutes petites communes. Donc on voit que c'est possible, en fait, et des projets parfois pas très chers, honnêtement, même voilà, comme quoi l'innovation c'est pas forcément un coût non plus, c'est juste donner aussi du temps tendre une main à des projets, parce que l'idée c'est qu'on va les accompagner en ingénierie. On sait que certaines communes en fait ont un défaut d'ingénierie, elles sont pas forcément capables de monter des choses innovantes. Donc nous, la CNAF va proposer un accompagnement en ingénierie de ces projets. Donc ça c'est très intéressant de voir qu'on a eu une diversité et on a eu entre nous beaucoup de mal à choisir. Ça a été très difficile. Et puis ce qui était intéressant, c'est qu'on a en plus aussi des projets très ouverts avec le lien avec l'insertion professionnelle aussi des parents. Donc c'est vraiment, on essaye d'avoir une réponse globale sur les problématiques, notamment des familles monoparentales. Voilà, à la fois en termes qui répondent aux besoins de l'enfant, qui répondent aux besoins de la maman, et qui du coup permettent une émancipation de l'ensemble de la famille. Donc ça, c'est pour ça que ça nous a. Enfin, je vous en parle parce que ça démarre. Là, on va lancer parce que maintenant on veut créer une communauté. On est en train de les accompagner. Les projets, ils vont commencer à être lancés là. Ils sont. Voilà, on les a choisis. On va faire on crée une sorte de communauté entre tous ces projets pour qu'il y ait un peu aussi qu'on crée de l'intelligence collective. Ça va être intéressant. Ils vont se monter les uns avec les autres. Donc il y en a une vingtaine. Donc on est à une échelle où on peut se parler. L'idée, c'est aussi après de pouvoir essaimer. D'arriver à créer des modèles types qui puissent après donner des idées à d'autres collectivités, d'autres porteurs de projets. Et puis donc l'idée surtout, c'est aussi après d'alimenter la future coche de la CNAF. Parce qu'elle arrive en 2022 et il faut savoir qu'on a un partenariat très fort avec la CNAF là-dessus qui nous accueille avec beaucoup d'enthousiasme aussi. On a du coup dans les territoires un lien très fort entre les commissaires pauvreté et les CAF. Donc voilà, c'est des projets qui sont très ancrés territorialement et qui sont soutenus au national en termes d'ingénierie pour donner un petit peu de perspective au projet. Donc ça, c'est plutôt bien. Et entre nous, ça nous a beaucoup rassurés de voir qu'il y avait une réserve d'idées sur le terrain qui prête à partir dès qu'on donne les moyens à cette innovation d'émerger. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions sur le plan de formation des professionnels de la petite enfance ou sur cet appel à projet pour l'accueil pour tous? Si, Elsa Hervy. Elsa Hervy pour la Fédération des entreprises de crèche. Le plan Ambition Enfance Égalité, il date de plusieurs années. Il y a eu du retard du fait du Covid. Du coup, il y a eu des fonds qui n'ont pas été dépensés. Est-ce que vous avez obtenu la garantie du report de ces fonds? Est-ce que ça va nous permettre de former plus vite en 2022 ou est-ce que quelqu'un a fait des économies sur les professionnels de la petite enfance? Alors là, je ne suis pas Madame Irma. Les garanties n'engagent que ceux qui les croient, vous savez. C'est un principe de base. Et après 2022, tout peut changer. Voilà. Écoutez, moi j'ai bon espoir. En général, les politiques familiales sont quand même des sujets importants. On a des plans qui sont engagés. Même si les cartes peuvent être rebâties, je crois quand même qu'il faut les reports. C'est toujours compliqué avec Bercy les reports. Je vais vous dire, c'est un sujet, mais report peut-être pas, nouveau crédit, maintien de crédit, ça c'est à mon avis plus envisageable. Ou alors il faut dépenser très vite. Voilà. C'était peut-être la question d'Elsa. Voilà. Donc vous avez plusieurs options. Vous pouvez cocher 1, 2, 3, mais c'est vrai que plus on engage les crédits, ceux-là ils existent et donc c'est maintenant. Voilà.
Merci beaucoup, Marine Janté.